Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, mon invité est Vincent Pavant. Bonjour. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. et merci pour cette invitation. Merci aux médias en 442 et pour tout ce qui a été fait depuis le début par ce média. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes mathématicien, chercheur, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez été suspendu pendant 1 an de vos fonctions à la faculté pour avoir refusé de vous soumettre au protocole sanitaire. On vous reçoit aujourd'hui pour votre dernier livre, dont le titre est Tout foutre en l'air, Sade, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire, paru aux éditions Exuvie. Alors, avec un titre utilisé au sens premier comme au sens figuré, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur le caractère sexuel de notre société? Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, un titre au sens propre comme au sens figuré, qui m'a été en fait suggéré à la base par un philosophe politique italien contemporain qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est probablement un des plus grands philosophes actuels, qui est un successeur de Michel Foucault et de Hannah Arendt, donc qui a beaucoup travaillé sur la notion de biopolitique et de la manière avec laquelle cette biopolitique est utilisée aujourd'hui par les pouvoirs dans une dérive totalitaire qui est donc celle de l'état d'exception permanent qu'on a vécu notamment eh bien dans la période Covid ces dernières années, et que on a des chances de voir réarriver hélas par des protocoles sanitaires préparés par l'OMS, donc le nouveau plan de pandémie de l'OMS, qui non seulement avalise tout ce qui a déjà été fait jusqu'à présent, mais qui en fait le reprend de manière amplifiée, voilà. Donc Giorgio Agamben, dans un de ses ouvrages phares, qui est Homo Sacer, donc Homo Sacer, c'est une série d'ouvrages par Giorgio Agamben où il étudie effectivement l'état d'exception en termes de biopolitique. Et dans un de ses premiers tomes de cet ouvrage, en fin de chapitre, il va faire une référence au marquis de Sade et à un texte qui s'appelle La philosophie dans le boudoir, que Giorgio Agamben donc décrit comme étant pour lui le premier texte de la modernité politique. Alors c'était un petit peu surprenant effectivement de lire que Sade était finalement un philosophe politique, parce que on a tous une image de Sade qui est plutôt celle d'un écrivain un petit peu sulfureux, libertin, qui va écrire un peu en dessous de la ceinture, dans quelque chose qui est plutôt théâtral, qui ressemble plus à de la littérature, avec un malin plaisir à vouloir retourner un peu toutes les valeurs. Donc Sade, c'est quelqu'un qu'on prend pas vraiment au sérieux en tant que philosophe, ni en tant que politicien finalement. Quand bien même, je découvrirai en recherchant un peu que Sade a fidèlement accompagné les révolutionnaires de la Convention. Typiquement Danton, Robespierre, donc qui fréquentaient ce qu'on appelle le club des piques. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, que dans la philosophie dans le boudoir, vous retrouvez des passages qui sont quasiment repris tels quels à la tribune de la Convention, donc dans les années 1793-1794, par les révolutionnaires, normalement des positions sur la famille, sur le rapport à l'enfance, qui vont structurer à la fois le discours donc dans la philosophie dans le boudoir et dans les prises de parole donc des révolutionnaires à la Convention. Donc en réalité, Sade effectivement est un vrai écrivain de philosophie politique, même si effectivement on a du mal à le voir parce que ses propos sont d'abord cachés sous l'aspect de la sexualité. Et on comprend mal en fait en quoi la sexualité justement devient un sujet politique. Mais justement, c'est ce que fait Sade très tôt dans la philosophie dans le boudoir, qui est donc une pièce de théâtre finalement, où il y a des passages très crus en fait de sexualité, mais qui sont toujours émaillés de référence à la construction politique de la République notamment nouvelle qui s'installe. Je rappelle que la philosophie dans le boudoir sort en 1795 et qu'effectivement on est en pleine période justement de la terreur qui est une des périodes les plus significatives de l'histoire de France. Donc c'est Agamben qui va me dire non, il faut lire ça, de la philosophie dans le boudoir, comme étant un texte fondateur de la modernité politique en ce qu'elle est biopolitique. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors et pourtant, on va rappeler rapidement qui était le marquis de Sade, de son vrai nom Donatien Alphonse François de Sade. Effectivement, c'était un écrivain libertin parce qu'il a eu d'autres œuvres. Alors les 120 journées de Sodome ou encore Justine ou les malheurs de la vertu. Donc on voit bien
quelle était la thématique de Sade. Et pourtant, il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Il a été incarcéré au donjon de Vincennes, à Charenton. Donc, à l'époque, c'était pas forcément toléré. Ces pratiques et cette écriture encore moins libertine n'a été tolérée. Alors, elle n'était pas tolérée, en tout cas officiellement, puisque tout ce qu'il a fait était sorti en fait sous du secret. Les ouvrages que vous avez cités sont sortis clandestinement. Effectivement, bon, en particulier sous la monarchie et durant la royauté, pour des questions religieuses, tout simplement. Sade était vraiment considéré comme quelqu'un qui, par ses propos, pratiquait effectivement quasiment des sacrilèges. En fait, c'était extrêmement violent. Il s'attaquait notamment à l'Église, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle Sade va encore aujourd'hui jouir d'une réputation plutôt positive. C'est parce que il avait un discours radicalement anticlérical, anti-religieux, et y compris jusque dans la morale. Et par conséquent, c'était quelque chose effectivement d'intolérable. On ne pouvait pas laisser une parole publique de cette nature être diffusée, d'autant que il était relativement républicain malgré ses origines nobles. Et c'est ce qui va d'ailleurs le sauver de la guillotine. Hein. Justement, en 94, il va être menacé de guillotine, et c'est grâce à sa fréquentation par les révolutionnaires qu'il va être sauvé de ça. Il sera à nouveau emprisonné après la période, très rapidement après la période révolutionnaire. Il passera finalement plus de temps, je crois, en prison dans toute sa vie qu'en liberté, parce qu'effectivement, ses propos étaient trop radicaux pour pouvoir être entendu dans une société encore évidemment très religieuse et qui vivait encore dans une lutte entre la République et la monarchie. Donc il pouvait pas effectivement rester en liberté et publier de manière totalement officielle ce qu'il publie. À ses propos sont beaucoup trop radicaux. Alors, vous l'avez dit, Giorgio Agamben vous a inspiré pour ce livre. Néanmoins, ce livre reste aussi cru, j'ai envie de dire, que celui de Sade. Il est quand même très difficile à lire. Alors déjà, de par le format qui est très petit, c'est écrit très petit, et puis de par son écriture, de par le contenu aussi. Moi, je dirais quand même qu'il serait interdit aux moins de 18 ans. Sincèrement, j'ai eu quand même du mal à lire certains passages, il faut le dire à nos spectateurs. Qu'est-ce que c'était votre objectif? Est-ce que c'était de choquer au même titre que Sade a pu choquer à son époque? Alors pas du tout. En fait, le principe du livre est plutôt assez simple. C'est donc j'ai lu du coup la philosophie dans le boudoir conformément aux recommandations, aux suggestions de Giorgio Agamben. Et en lisant la philosophie dans le boudoir, je me suis rendu compte sur de nombreux passages, effectivement assez crus, en réalité, que on pouvait les mettre en correspondance avec l'actualité politique, médiatique. Et le principe du livre, c'est de prendre un passage de Sade, effectivement, qui peut être particulièrement cru, et de montrer qu'en fait, ce passage se retrouve quasiment tel quel dans un certain nombre d'actions et de discours. Alors, prenons un exemple qui est celui tout simplement de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, donc membre du gouvernement à l'époque, ministre, et qui donc est interviewé sur Radio J, et qui, donc on était en décembre 2020, donc au moment où on avait des mesures de restriction très dures sur les relations sociales. Noël approchait en 2020, décembre 2020, donc et on commençait à dire que d'abord il fallait fermer les bars, les restaurants, les lieux de sociabilité en général, que pour les fêtes de fin d'année il fallait faire attention à pas être plus de 6, que papier et mamie devaient être préservés, manger dans la cuisine pour pas être au contact des plus jeunes qui étaient éventuellement vecteurs du Covid. Et sur Radio J, on entend Marlène Schiappa nous expliquer qu'il faut laisser absolument ouvert les boîtes échangistes, que les partis à plusieurs vont continuer à fonctionner pendant cette période de restriction de relations sociales, que ils sont pas là pour interdire les clubs échangistes, les troupes, hein, les partis à plusieurs, etc. Et quand le journaliste lui demande mais attendez, comment on va faire pour la distanciation sociale dans ces conditions, il dit non, mais on va quand même laisser les gens se débrouiller. Il s'agit pas d'entrer dans leur intimité, mais de faire en sorte qu'ils puissent l'exercer de manière assez libre, ou justement assez libertine. Et là, on se dit mais quand même il y a quelque chose qui va pas. On est en train d'interdire les relations sociales, fermer les bars et les restaurants. À l'école,
les enfants sont placés à des distances effectivement réglementaires les uns des autres, dans des cercles qu'ils peuvent pas dépasser. Et puis Marlène nous dit comme ça, de but en blanc, non, mais évidemment qu'on va continuer à laisser ouverts les clubs échangistes, d'ailleurs, qui n'ont pas été fermés, quand bien même les bars et les restaurants étaient fermés. Donc là, on se dit qu'il y a quelque chose qui est plus qu'une coïncidence, qui est plus que du hasard, parce que très tôt, effectivement, les gens avaient fait remarquer que, fermer les bars et les restaurants, pourquoi pas, mais il fallait une cohérence derrière et qu'on ne pouvait pas laisser ouverts les clubs échangistes en laissant ouverts les bars et les restaurants. Donc ça, c'est une première chose. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on va également avoir une Marlène Schiappa qui va poser dans Playboy. Alors ça s'est fait postérieurement à l'écriture Ça s'est fait plus tard, oui. Oui, à l'écriture du livre. Donc j'en ai pas parlé, de même que j'ai pas parlé du roman de Bruno Le Maire, effectivement, avec des passages très crus aussi. Et donc, en posant dans Playboy, typiquement, donc c'est un journal un peu exhibitionniste comme ça, où alors on n'est pas dans la pornographie encore, mais on est dans l'impudicité. Clairement, c'est le thème de l'impudicité. Et donc, Marlène Schiappa va poser avec des symboles républicains. Donc ça, on peut quand même lui accorder le droit d'avoir posé habillé. Alors habillé, mais évidemment dans un journal qui dit bien ce qu'il veut dire. Il s'agit effectivement d'être un objet Playboy, un objet de jeu pour les hommes. Donc et elle pose avec des symboles républicains. Et en fait, ça c'est important parce que justement dans Sade, dans la philosophie du boudoir, il y a un passage très explicite sur l'impudicité, où ça nous explique que l'impudicité est une valeur républicaine, précisément parce que la pudeur, en fait, est une valeur religieuse. Et que dans la destruction totale de la religion que Sade veut imposer à la société, en fait, il va falloir s'opposer à un certain nombre de valeurs sur le corps. Et toutes ces valeurs, justement, de pudeur sur le corps, toutes les règles du corps qui, en général, viennent de la religion. La religion était justement le grand domaine d'exercice des règles morales sur le corps en général, y compris l'alimentation, les relations interpersonnelles et bien entendu la sexualité. Tout ça était très réglementé. Vous aviez le baptême, les communions qui accompagnaient donc ce qu'on appelle les cycles biologiques, tout simplement, ce qu'on appelle la vie nue chez George Agamben, qui est la vie simplement biologique, et est encadrée en général par la religion. Et donc ces règles-là vont sauter, ce qui fait que le corps, en tant que corps biologique, se trouve finalement par les gens qui veulent chasser la religion du pouvoir de la société en général, se retrouve un petit peu orphelin, et on ne sait plus comment gérer ce corps-là, en particulier dans ses relations avec la société. Et donc Sade va donner quelque part des nouvelles règles de fonctionnement du corps, notamment y compris en termes de sexualité, mais qui va vouloir imposer de manière politique. C'est-à-dire que la nouvelle source de la construction politique, c'est justement quelque chose qui est déduite de la manière avec laquelle on veut utiliser son corps, en fait. Et donc c'est là où, comme le dit très bien Giorgio, la Révolution française, c'est là où s'invente la biopolitique, c'est-à-dire l'idée que le corps biologique va devenir un sujet de préoccupation politique et qu'on va vouloir en fait légiférer sur son corps, là où avant la vie sur le corps était circonscrite à ce qu'on appelle l'oikos. En grec, l'oikos, c'est le logis. Et ce qu'on appelait l'oikomania, qui va donner plus tard ce qu'on appelle l'économie, c'est effectivement l'administration de la maison avec ce qu'il y a derrière comme administration justement du corps, mais qui doit rester privé. C'est quelque chose qui peut pas être sur la place publique. C'est pour ça que il y a pas de raison de légiférer sur la sexualité, etc. Tout ça, ça n'intéressait pas le souverain. Tout ça a été laissé en général à la réglementation de l'Église, mais Sade va vouloir faire comme beaucoup de révolutionnaires fi de tout ça, et donc imposer des nouvelles règles. Donc l'impudicité devient une valeur républicaine, et aujourd'hui on la retrouve chez Marlène Schiappa, donc avec et cette exposition, on va dire publique, de la sexualité éventuellement à plusieurs dans des lieux qui sont à la fois des lieux privés, des clubs échangistes, mais des lieux publics également, puisque bon, ça fait aussi l'objet d'une réglementation publique, et chacun peut s'y rendre finalement, même si c'est pas un espace public en tant que tel. Donc ça fait partie des exemples, des nombreux exemples que je mets dans le livre. Alors, autre exemple d'impudicité, c'est les Femmes, par exemple. Les Femmes, donc ce groupe d'activistes féministes qui cherchent à défendre des causes, notamment sur le corps féminin, notamment en réaction à tout ce que l'Église avait imposé de carcan au corps féminin. Les Femmes vont pouvoir et vont vouloir en fait eh bien se battre contre ça, mais elles le font seins nus. Seins nus pour attirer l'attention, pour choquer, mais c'est une forme d'impudicité en fait. Et je rappelle dans le livre un passage très intéressant de l'activiste Héloïse Bouton, qui était donc une Femelle, en 2013, il y a une dizaine d'années, donc exactement, elle va faire
à l'église de la Madeleine, donc une manifestation où elle va simuler donc l'avortement de Marie, l'avortement de Jésus, avec un foie de veau, donc un peu sanguinolent comme ça, qu'elle va laisser croire sortir de ses entrailles, et donc sur les marches de l'autel, et elle va uriner ensuite sur ces marches de l'autel, et à la suite de quoi, donc à la suite de cet événement, sur les réseaux sociaux, à l'époque déjà, un message va être diffusé: Christmas is cancelled. Donc Noël est annulé puisque Marie venait d'avorter de Jésus. Donc en fait, elle a été poursuivie pour exhibitionnisme justement, condamnée en première instance, en seconde instance, donc en appel, en cassation également. Mais elle a été réhabilitée par la CEDH qui disait que au fond, l'exhibitionnisme devait s'effacer devant la cause que défendait Élise Bouteau, qui était pour le coup celle de l'avortement, et donc elle voulait dénoncer les positions de l'Église sur l'avortement. Donc en fait, l'impudicité, vous voyez le fait de s'exhiber, de montrer son corps, d'en parler publiquement, y compris dans la sexualité, que ce soit donc la poitrine d'Iphimène, que ce soit les plans à trois de Marlène Schiappa, ou ce qu'elle va poser dans Playboy avec des symboles républicains, c'est quelque chose qui est valorisé en fait, qui n'est plus condamnable finalement dans la société, et ça c'est quelque chose qui est noir sur blanc dans le texte de Sade. Donc Alors j'ai une oui. question. Alors j'ai une question. En quoi justement cette impudicité dont vous parlez peut-elle se transposer à la vie par exemple, de tous les Français en fait? En quoi, voilà, ça peut avoir un impact sur notre vie de tous les jours? Alors, tout simplement parce que on va avoir de plus en plus, si vous voulez, alors on peut prendre par exemple Zelensky qui lui va jouer du piano avec son pénis un soir de grande écoute dans une émission. Voilà, donc on va avoir tout un tas de nouveaux rapports au corps où il n'y a plus rien de caché. C'est-à-dire que quelque part, c'est le symptôme, l'impudicité, de ce qu'on va appeler un panoptisme, c'est-à-dire l'idée que tout est braqué sur vous et sur rien, et sur vous plus rien n'est caché. Donc c'est l'idée qu'il n'y a plus de partie privée de votre corps, que vous pouvez le montrer à tout le monde et que tout le monde est en position de le regarder. Et ça, en fait, c'est quelque part euh, le symptôme de la société de surveillance généralisée, y compris tout ce que vous avez de plus intime. Je prends ce que nous annonce par exemple un auteur comme Harari, donc qui est justement un auteur transhumaniste, qui vous dit de plus en plus l'État va vouloir savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, y compris par des petites puces par exemple RFID qui vont analyser en temps réel vos constantes physiologiques, de sorte qu'on puisse à chaque instant savoir si vous risquez pas l'infarctus, si vous n'avez pas trop de sucre, si vous êtes en bonne santé. Et donc en réalité, pour moi, cette impudicité préfigure ou est un pont vers la surveillance généralisée du corps de tous les individus qu'on va tracer finalement comme du bétail. On le voit de plus en plus avec les portables qui servent de traçage. On l'a vu pendant le Covid avec le Covid tracking justement. Bon, vous n'ignorez rien, et déjà les entreprises, les GAFAM en fait, possèdent sur vous des données de déplacement, peuvent vous tracer, et de plus en plus justement investissent dans la santé numérique parce qu'elles veulent récolter l'information donc qui est l'idée que votre corps est exposable à tout le monde. Et c'est ça justement. En soi, l'impudicité n'est pas quelque chose de forcément encore aujourd'hui liberticide, on va dire, bien au contraire, mais c'est vraiment pour moi vous habituer à faire en sorte que votre corps soit exposé au regard de tout le monde, et c'est ça psychologiquement qui risque de changer beaucoup de choses. Alors, il y a d'autres thèmes que vous abordez dans votre livre, et notamment le cas de la pédophilie. Ouais, Et vous prenez pour exemple Joe Biden, ouais, bien sûr. l'inceste Ouais, ouais, également, que vous tout à fait. transposez au cas d'Emmanuel et Brigitte Ouais, qu'on Macron. appelle l'incestuel, ouais. Ouais. Alors oui, ça c'est pareil, chez Sade, c'est très présent, l'inceste, et chez les révolutionnaires également. Je rappelle que Saint-Just, donc qui était un révolutionnaire, faisait dans ses œuvres complètes la promotion de l'inceste. Et donc il y a une universitaire américaine qui s'appelle Lynn Hunt en fait, qui a étudié à la Révolution française tout l'imaginaire de l'inceste en fait dans la littérature, à travers la littérature. Et elle montre que au moment de la Révolution française, et avant justement cette révolution, se prépare dans l'art, comme très souvent, et dans la littérature, et bien cette question de l'inceste qui, de tabou, devient quelque chose dont on peut discuter et qu'on peut pratiquer. Et je rappelle d'ailleurs, c'était tellement présent
cette question, cette hantise de l'inceste, que au moment du procès de Marie-Antoinette, donc on va accuser Marie-Antoinette d'avoir dilapidé la richesse, d'avoir influencé son mari, etc., etc. Mais au moment de son procès, donc Fouquier-Tinville, qui était le procureur, l'accusera d'avoir justement commis un inceste sur Louis XVII. Et c'est d'ailleurs, certains historiens s'accordent pour dire qu'on a guillotiné Marie-Antoinette non pas comme femme politique qui aurait trahi quelque part sa mission, mais comme mauvaise mère, qui donc était accusé d'inceste. Donc l'inceste, c'est vraiment un thème qui va se réinviter de manière politique, c'est-à-dire que quelque part, on veut réorganiser une société dans laquelle l'inceste serait autorisé, en se demandant pourquoi il était interdit. Et ça nous explique ça de la même manière, en disant mais à travers l'histoire, à travers y compris l'histoire la plus ancienne, il y a des tas de civilisations entre guillemets où on pratiquait l'inceste et la pédophilie. Alors les deux sont un peu liés, mais pas complètement. Et chez Sade, c'est tout à fait naturel entre guillemets. C'est-à-dire que chez Sade, Sade part d'une axiomatique sur l'être humain qui est important, qui repose essentiellement sur 3 piliers. C'est que l'être humain est purement matériel, c'est-à-dire qu'on va évacuer l'idée d'âme, de conscience, d'esprit, etc., qu'on attribue à la religion, donc qu'on dit ne pas avoir d'existence donc matérielle pour le coup, un être matériel égotique, égoïste, c'est-à-dire uniquement orienté vers lui-même et pas du tout vers l'autre, et uniquement jouisseur, c'est-à-dire que le but de la vie c'est uniquement la jouissance, en particulier parce que vous avez perdu la théologie divine, c'est-à-dire qu'avant on était sur terre pour mériter son paradis, pour faire en sorte d'avoir ensuite une vie éternelle qui soit conforme à ce qu'on nous avait enseigné, mais à partir du moment où vous chassez la religion, vous chassez la théologie, le but de l'existence, donc, et puis il faut en trouver un. Et donc, si vous réduisez l'être à être purement matérialiste et égotique, le seul intérêt, c'est la jouissance, mais en plus la jouissance pour soi-même. Bon. Et dans ce cadre-là, l'homme, qui en plus pour Sade est un être qui doit vivre selon la loi du plus fort, peut mettre tout ce qu'il veut à sa disposition, en fait, pour sa propre jouissance, y compris si sa jouissance passe par une perversion sexuelle qui va être celle d'utiliser les enfants. Et donc il y a des passages dans Sade où il dit très clairement donc à Eugénie, qui est la jeune fille à qui donc 2 personnages d'Olmancé et Madame de Saint-Ange donc font l'éducation sexuelle, donc on en reviendra sans doute sur l'école, dit non mais si ton père qui est un libertin veut te posséder sexuellement, surtout ne lui dis pas non. L'inceste et le crime d'inceste en gros n'existe pas, c'est une invention morale et religieuse qui n'a rien à voir avec la loi de la nature, parce que chez Sade en fait c'est la loi de la nature, et Sade nous dira si la philosophie c'est dire là où il y a du plaisir, il peut pas y avoir de gêne, c'est-à-dire que si la nature me permet de profiter sexuellement de n'importe quel être, ça ne peut pas être interdit, parce que si il y avait pas de plaisir là-dedans, la nature l'aurait interdit, et voilà. Donc en fait ça doit faire la promotion de l'inceste. Alors s'il faut comprendre chez Sade et la promotion de l'inceste et de la pédophilie, puisque pareil, il explique que dans des civilisations, les jeunes filles dès l'âge de 7 ou 8 ans, en réalité, sont utilisées comme objet sexuel pour des adultes. Donc, il faut savoir que Sade lui-même a été abusé dans son enfance par son père, qui était effectivement un libertin, donc il a vraisemblablement subi des crimes pédophiliques et incestueux. Et il est tout à fait vraisemblable, il est possible de penser que sa philosophie est une rationalisation donc de son traumatisme, mais c'est effectivement amené sous un mode conceptuel, donc avec une axiomatisation, comme j'ai dit, de l'homme, avec un raisonnement philosophique qui va chercher donc dans l'histoire une forme de généalogie de l'inceste et de la pédophilie. Et donc cette pédophilie, cet inceste, à nouveau, qui est en plus une valeur anti-religieuse. Dans la religion chrétienne notamment, il y a effectivement l'enfant, l'amour de l'enfant, mais au sens le respect justement, l'éducation et l'interdiction absolue des rapports incestueux. Donc l'Édipe, qui est chez effectivement Lévi-Strauss la base de la civilisation. Donc tout ça va sauter dans le raisonnement de Sade en disant la nature ne l'interdit pas après tout, et donc il n'y a aucune raison de l'interdire politiquement. Et aujourd'hui, on le retrouve, effectivement, ce discours sur l'inceste, en réalité, et sur la pédophilie, se retrouve, et chez des personnages absolument terrifiants, si j'ose dire, que sont Joe Biden. Joe Biden, effectivement,
Il y a d'innombrables vidéos sur les réseaux qui montrent Joe Biden avec des positions très équivoques vis-à-vis des enfants, des paroles très équivoques qui sont rapportées. Son fils Hunter Biden, en fait, a un problème avec un ordinateur portable dans lequel justement il y a des photos pédocriminelles. Donc c'est le début des Twitter Files, justement, que le FBI manifestement a tenté de protéger malgré les fuites qui commençaient à s'organiser. Ashley Biden elle-même, la fille de Joe Biden, dira dans son journal intime qu'on a retrouvé que elle a pris des douches inappropriées avec son père avec lequel, elle le dit pas explicitement, mais elle aurait eu des relations sexuelles en étant relativement jeune. Chez Macron, c'est ce qu'on appelle l'incestuel, c'est-à-dire la symbolisation de l'inceste. Autrement dit, bon, Brigitte Macron n'est pas la mère d'Emmanuel Macron, et c'est pas une relation d'inceste comme ça peut être entre Ashley Biden et Joe Biden. Néanmoins, ça symbolise l'inceste, et ça le revendique quelque part. Je rappelle que la relation entre Brigitte et Emmanuel commence quand elle est professeure, donc elle a un rôle effectivement éducatif, donc quasi maternel en fait, avec Macron, et on voit très bien il y a pas mal de caméras comme ça un peu prises de manière non volontaire, où on voit le rôle maternel de Brigitte sur Emmanuel. Donc on a vraiment il y a effectivement aujourd'hui, hélas, à travers notamment les programmes d'éducation à la sexualité, l'idée que on va sexualiser les enfants très tôt dans le vocabulaire des adultes, dans la conception des adultes. Donc alors on va y venir au ouais. rôle de l'école et au rôle de l'éducation notamment sexuelle Ouais. à l'école, mais avant j'ai une question. On va revenir à l'œuvre de Sade, Ouais. et il y a tout de même un grand écart qui a été fait Ouais. entre la période de Sade, donc fin 18e, Ouais. et notre période 21e siècle. Qu'est-ce qui se passe entre? Sur la théorie sadienne, est-ce qu'elle Ouais. perdure? Qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant comme question parce que Sade a été beaucoup caché. Il a été interdit, je crois, jusqu'en 74. C'était interdit de publication. Donc c'était très difficile à diffuser. Et il est probable que bon, ça s'échange de manière clandestine, un peu sous le manteau, comme on dit, vraisemblablement dans les milieux littéraires, les milieux cultivés. Beaucoup de gens dans le pouvoir, justement. Dans les boudoirs aussi. Dans les boudoirs, oui, bien sûr. D'où l'idée d'élite, en fait, qui arrive dans le texte, parce que Sade, en réalité, je pense, est un auteur élitaire, c'est-à-dire qui s'adresse à des gens. Vous n'apprenez jamais Sade à l'école. Bon, il y a des programmes de philosophie en terminale, mais Sade n'est pas au programme à ma connaissance. Dans les études de philosophie, c'est pas le premier auteur, et surtout, on a du mal à savoir dans quelle catégorie le ranger. Est-ce que c'est une philosophie morale, justement, est-ce que c'est une philosophie politique? Donc c'est assez complexe, et du coup, à partir des années 70, donc 68 notamment, je pense, c'est là où on redécouvre, je suppose, Sade, qui va être à nouveau célébré comme un des auteurs qui a permis justement la libération sexuelle. En 68, bon, il faut à nouveau se dégager du carcan de l'Église, en fait, pour vivre la révolution sexuelle. Et là, on a besoin à nouveau d'auteurs de référence pour théoriser justement un rapport au corps qui soit libertin, qui soit délivré du carcan religieux. Et là, je pense que Sade va se diffuser à nouveau parmi une élite, et on va avoir, alors, il y a le cas de Cohn-Bendit par exemple qui arrive dans les années 70 avec toutes ces expériences assez glauques autour justement d'une sexualité revendiquée par rapport à l'enfant. On pense également à un auteur que peu de gens connaissent, mais qui était un peu un troubadour à l'époque, qui est Patrick Fonte, qui était un journaliste condamné d'ailleurs pour pédophilie, qui organisait dans ses ateliers de théâtre, bon, hélas, des actes avec des enfants mineurs, bien sûr. Donc toutes ces périodes des années 70, donc Julie Cohn-Bendit qui explique les enfants qui lui chatouillent de la braguette, enfin blablabla. Tout ça effectivement va se diffuser, je pense, à travers justement la réappropriation de Sade pour le positiver et à nouveau refaire de la sexualisation des enfants quelque chose de naturel, et dont il faut aujourd'hui délivrer la société qui, sans cela, continuera à vivre dans le carcan de la religion. Donc, comment ça traverse de 1795 jusqu'en gros, je suppose, en 1968, les années 70, la société, je sais pas. Justement, c'est une question intéressante. Je suppose que ça se fait dans des milieux littéraires qui connaissent, des milieux philosophiques, littéraires cultivés, et que, bah, du coup, ça peut réapparaître à ce moment-là quand le besoin s'en fait ressentir.
pour pouvoir le rethéoriser à nouveau de manière anthropologique, en disant bah oui, à nouveau 68, c'est le moment où le matérialisme ressort complètement, la jouissance. Il peut pas y avoir d'entrave à la jouissance, hein, il est interdit d'interdire, jouir sans entrave, voilà, et c'est exactement Sade en fait. Sade, c'est jouir sans entrave, il peut plus y avoir d'interdiction sur la jouissance, mais la jouissance vraiment au sens physique du terme, hein, c'est même pas une jouissance spirituelle ou l'idée d'avoir du plaisir à faire quelque chose, de détournement. Bon, chez Freud, il y a toujours un détournement de la pulsion sexuelle vers l'art, vers justement la science que Bourdieu appelait la libido sciandi, c'est-à-dire le désir de faire science. Non, c'est une vraie jouissance physique et qui doit se matérialiser par tous les supports. Je rappelle, donc je crois que je rappelle dans le livre que l'Espagne a dépénalisé la zoophilie récemment. Donc bon, voilà, il y a plus d'entrave effectivement à toutes les formes de pratiques. Donc les enfants, les animaux si besoin. Enfin bon, on est vraiment dans quelque chose qui explose complètement et justement c'est exactement la philosophie de Sade. On est dans des dérives là. Dans des dérives, oui, tout à fait, mais qui sont rationalisées. C'est-à-dire, on vous dit, puisque l'homme est matérialiste, son plaisir passera par la technologie ou par les enfants ou par les animaux ou par les petites pilules, ce que vous voulez, par la pornographie, par ce que vous voulez. Donc tout ça, en fait, ça fait partie vraiment d'une philosophie, pour moi, caractéristique de notre époque. Oui. Alors vous pointez du doigt également l'école, et notamment les lois de l'instruction de Jules Ferry de 1882. Vous dites, je cite, « Elles correspondent ainsi à la réalisation d'une éducation entièrement orientée contre les familles et la religion, dans l'idée d'endoctriner les jeunes à la morale guerrière et nationaliste, de sorte que l'on puisse construire un patriotisme capable d'envoyer sur le front de la Première Guerre mondiale les soldats préalablement endoctrinés. » Oui, ça c'est un épisode qu'on a oublié en France. Il y a une célébration de l'école de Jules Ferry comme étant celle de la lumière face à l'obscurantisme religieux, en disant on a réussi à chasser la religion, qu'on est assimilé donc à l'obscurantisme, comme le faisait Sade d'ailleurs. Et justement, dans l'éducation sexuelle, il y a l'idée d'offrir la lumière sur la pratique sexuelle, là où la religion offrait l'obscurantisme. Donc, Jules Ferry, on le décrit comme étant le libérateur quelque part de l'éducation, là où la religion enfermait dans le dogmatisme et dans les croyances quasiment superstitieuses, presque ésotériques parfois, obscurantistes. Bon, en réalité, c'est pas ça du tout. Jules Ferry, c'est vraiment former les Français pour la revanche de 14. Il faut préparer la revanche de 14. Donc, Jules Ferry arrive après les fêtes de 70, évidemment. Et à l'époque, il y a quelque chose de très important qui a été analysé par Renan notamment, qui était un des intellectuels de l'époque très conservateur, aujourd'hui on dirait réactionnaire en fait, qui dit, et ça va être repris par les hommes politiques de l'époque, ceux qui ont gagné la guerre, c'est les instituteurs prussiens. C'est-à-dire que si les Prussiens ont gagné la guerre, c'est parce qu'ils ont eu une instruction à la fois qui leur donnait un esprit nationaliste et qui leur donnait également une supériorité, j'allais dire, presque technologique dans l'utilisation, dans la discipline notamment, puisque et donc c'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre de 70. Bon, et donc Jules Ferry va vouloir dire, on a besoin effectivement pour pouvoir faire la guerre de 14, reprendre l'Alsace et la Lorraine, d'avoir des gens qui vont être obéissants. Donc l'école doit inculquer la discipline, des gens qui doivent être nationalistes. Et le nationalisme sera, si vous voulez, une des composantes les plus importantes de la Première Guerre mondiale, à tel point qu'elle mettra en échec le communisme. Le discours communiste sur la guerre de 14, c'était « mais arrêtez de vous tirer les uns sur les autres, vous êtes des ouvriers, des paysans qui êtes de la même classe sociale, bien sûr, puisque c'était, voilà ». Et donc vous vous battez pour des intérêts capitalistes nationalistes justement qui n'ont rien à voir avec le vrai combat qui doit être celui donc de la lutte des classes. Ce combat-là échouera justement sur la question nationaliste. Et très tôt, moi j'ai grandi à Verdun, donc un des lieux symboliques de la guerre de 14. J'ai grandi au milieu des tombes et donc ça m'a évidemment fait réfléchir. Et le nationalisme, donc c'était la haine des Boches. Quand en 82 donc Jules Ferry fait ses lois sur l'instruction obligatoire, c'est pas l'école obligatoire, c'est l'instruction obligatoire, ce qui est très important d'aller voir. Donc il va énoncer une liste de disciplines qui sont obligatoires pour l'enseignement, donc bien sûr les mathématiques, la lecture, et en fait quand vous allez regarder dans le détail le contenu de ces disciplines, en fait vous voyez que tout est orienté vers la glorification de la France, vers l'étude en fait et la pratique de l'art militaire, et vers la haine du Boche. Alors un exemple très simple, c'est deux exemples même, c'est l'histoire. On va enseigner l'histoire, mais on va pas enseigner n'importe quelle histoire. On va enseigner les grandes figures
effectivement de l'histoire de France. C'est-à-dire, il faut que tout le monde se reconnaisse à travers Vercingétorix, Jeanne d'Arc, du Guesclin, ces grandes figures qui vont fonder, donc on va glorifier quelque part un esprit, une identité française qui remonterait à des origines donc séculaires, les Gaulois, etc., Charlemagne, ce que vous voulez. Bon, Mais donc on ne peut peut-être pas lui reprocher cet esprit nationaliste, non? alors en fait, il y a un ministre de l'Éducation nationale en 36 qui s'appelle Jean Zay, qui va écrire un poème qui s'appelle Le Drapeau, et qui termine par cette phrase c'est ta faute, à toi l'immonde torche-cul, donc le drapeau français, parce que à cause de ce nationalisme, effectivement, les gens sont allés se faire tuer en 14. Et c'est une vraie question. Je débattais il y a pas très longtemps avec Jean-Paul Brigelli, en fait, qui est un écrivain qui a écrit un livre qui s'est bien vendu, qui s'appelle La fabrique des crétins, et qui me disait, bah, alors oui, vous reprochez à Jules Ferry d'avoir formé des soldats. Alors je rappelle, parenthèse, que Jules Ferry, c'est lui qui va former ce qu'on appelle les bataillons scolaires. Donc le jeudi après-midi, en gros, vous alliez défiler, avec des fusils, et à partir, je crois, de 14 ans, vous appreniez à tirer au fusil, en fait, pour vous préparer à votre devoir militaire. Je rappelle également que quand on enseignait la musique, déjà la musique était enseignée de la 82, c'était pour enseigner les chants nationalistes et les chants guerriers, en fait. Et c'était ça parce que on disait que le jour où vous serez devant un Allemand et que vous auriez un petit peu le cœur qui flanche, le courage qui flanche, eh bien, en vous rappelant tous ces chants que vous chantiez ensemble, il y avait une forme d'exaltation qui allait revenir et donc le courage vous reviendra. Donc je débattais avec Jean-Paul Brier qui me disait bah oui mais quand même Jules Ferry c'est vrai vous dites former des soldats, un nationalisme forcené, mais après tout si on n'avait pas fait ça on serait en train de parler allemand. En gros si on n'avait pas repris l'Alsace et la Lorraine, effectivement la situation géopolitique serait complètement différente. Est-ce que ça vaut des millions de morts? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça vaut des millions de morts? Est-ce que le nationalisme vaut des millions de morts? Le nationalisme étant quasiment aujourd'hui encore une des premières raisons de guerre, en fait, dans de nombreuses régions du globe. Et donc, pour moi, c'est pas clair du tout que effectivement la vocation nationaliste de l'école, justement, qu'on voit aujourd'hui, en particulier dans des questions très sensibles qui sont les questions de rejet, par exemple, des mamans qui portent le voile à l'école. Si vous voulez, elles peuvent pas rentrer dans une école avec un voile. Mais c'est-à-dire qu'il y a un rejet de la religion en particulier par l'école, par l'instruction, qui justement va contre les familles. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, la religion, c'est quelque chose de privé qui se pratique dans le laïkos, c'est-à-dire, bon, après dans les églises, mais qui, de manière concrète, justement, dans la religion chrétienne, l'oïkomania, qui est donc l'administration du logis, est le lieu par excellence de ce qu'on va appeler l'immanence divine, c'est-à-dire l'idée que Dieu agit concrètement dans la vie de tous les jours par les règles qu'il donne justement dans la vie à l'intérieur du foyer. Donc, comme je le rappelle tout à l'heure, en particulier la réglementation sur le corps. Mais pas que. Donc ça veut dire que il y a une morale religieuse qui est celle des familles, et Jules Ferry va vouloir casser l'influence des familles. La loi de 1882, donc sur l'instruction obligatoire, doit être mise en parallèle avec une autre loi très importante en France, qui est celle du 24 juillet 1889, et qui est la première loi, je crois, dans tous les pays occidentaux, qui est la possibilité juridique de séparer les enfants des parents. Donc c'est ce qu'on appelle une loi de parentectomie. Aujourd'hui, c'est l'article 375 du Code civil, hein, sur ce qu'on appelle l'intervention les lois de justice des mineurs, voilà, et où vous dites si les parents sont pas assez efficaces dans justement la transmission des valeurs de la nation à leurs enfants, alors on a la possibilité de séparer les enfants des parents pour pouvoir élever les enfants dans une morale et dans un dogme en fait qui va être celui de la nation pour ce qui soit fidèle à la nation. Et ça s'est réinvité récemment par la loi du 24 août 2021 sur la loi du séparatisme. Et en fait, la loi sur le séparatisme qui est les familles sont effectivement vecteurs d'une culture qui est anti-républicaine, en particulier dans les connaissances qu'elles vont vouloir donner à leurs enfants ou les croyances qu'elles vont vouloir donner à leurs enfants. Et donc ça, c'est pas admissible pour la République, parce que la République est une et indivisible et que tout le monde, au fond, doit obéir au même schéma culturel, au même schéma d'apprentissage, aux mêmes connaissances, hein, d'où le fait qu'on doit partager cette culture historique, cette culture de langue, mais également cette culture morale. Exemple, pendant le Covid, on avait demandé au personnel enseignant de surveiller, et c'est-à-dire quitte à écouter et à laisser traîner les oreilles dans les couloirs, les enfants qui tiendraient des propos sur le Covid qui n'étaient pas conformes en fait, on va dire à la doxa
étatique, c'est-à-dire bah oui, le Covid ça se soigne, oui, vous pouvez prendre de la vitamine D, effectivement c'est pas trop grave, etc. Et donc si parce que c'était dit en famille, les enfants répétaient ça à l'école, il fallait tout de suite faire un signalement. D'abord à l'école, sans doute ensuite au département vis-à-vis des CRIP, donc des cellules de recueillement de l'information préoccupante, pour que l'aide sociale puisse éventuellement agir. Et moi j'ai des exemples concrets de familles qui, parce qu'elles ont repris leurs enfants pour une instruction en famille qui était parfaitement légale, en fait, se sont vues retirer leurs enfants parce qu'on a considéré que leur mode de vie, les valeurs qu'elles diffusaient étaient contraires à celles de la République et donc menaçaient de former des enfants qui seraient désobéissants, qui seraient pas effectivement dans la culture de la République. Et ça, de pareil, le dit très clairement. Il doit y avoir, s'il le faut, une séparation des enfants et des parents, parce que nous dit Sade, les enfants n'ont qu'une seule mère qui est la République. Et donc en fait la mère biologique disparaît et le symbole le plus terrible de ça, c'est ce chant révolutionnaire qu'on appelle la Marseillaise qui commence par Allons enfants de la patrie. Alors d'accord, si vous êtes enfants de la patrie, mais ça veut dire que les parents biologiques ont disparu. Et c'est ça justement l'esprit révolutionnaire de 93, donc qui était le projet de Le Pelletier, on appelait en termes d'éducation. Le Pelletier disait à partir de 5 ans, il faut séparer les enfants de leur famille, parce qu'en fait, comme pour Platon voulait déjà élever les enfants dans le respect des lois de la République, mais il savait très bien que pour lui, la famille était corruptrice. Et encore aujourd'hui, on considère que la famille est corruptrice. Et Sade le dit très bien, de toute façon, les enfants ne doivent avoir qu'une seule mère qui est la patrie, donc il va en tirer des conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'une structure familiale pour le coup. Et du coup, Sade va théoriser les fermes de reproduction. Les fermes de reproduction qui vont avoir 2 avantages. Le premier, c'est que ça va permettre aux hommes d'aller quelque part étancher leurs besoins de sexualité de manière tout à fait méthodique, voilà, sans plus aucune entrave, justement. Et la seconde chose, c'est que les enfants qui naîtraient de ces relations-là seraient reversés directement quelque part à l'assistance publique et donc élevés directement par la patrie. Il n'y a plus de père, le père disparaît. Parce qu'on n'en a pas besoin, effectivement, dans un pays où on commence par aller aux enfants de la patrie et où on vous dit que la seule mère, c'est la patrie. Chose que les révolutionnaires voudront mettre en place par ce qu'on appelle le baptême républicain. Le baptême républicain, c'est supprimer justement le baptême religieux qui est la présentation au père, symboliquement et physiquement d'ailleurs aussi, par la présentation à la patrie. Et donc, la seule mère que vous ayez, c'est la mère patrie. Donc, l'éducation de Jules Ferry, c'est ce cas, et c'est ce qu'avait dit Danton en 1793, donc à la Convention, à la tribune de la Convention, en disant bon. Ok, on va abandonner ce projet de séparation intégrale des parents et des enfants, mais vous ne pouvez pas soustraire vos enfants à l'influence nationale. Et en fait, l'école, c'est l'influence nationale. C'est uniquement ça, du début à la fin, et c'est pour ça qu'on la retrouve aujourd'hui contre l'instruction en famille. Et Sade est absolument pour la destruction familiale, pour faire en sorte que le principe d'éducation et psychologiquement, en fait, la seule figure tutélaire à laquelle on doit obéir, c'est effectivement la nation, à travers l'instituteur, à travers ensuite le responsable, le chef à l'armée, et puis les figures de la nation. Et je terminerai là-dessus. Les révolutionnaires avaient une idée très très claire de l'idée que c'est la psychologie qui engendre la structure politique. Et ils avaient dit quelque chose d'assez intéressant, c'est l'enfant obéit au père comme le père obéit au roi et que le roi obéit à Dieu. Et donc, en fait, la structure monarchique et religieuse du pouvoir vient de cette structure familiale où il y a une forme de hiérarchisation, notamment la loi du père, entre guillemets, qui passera d'ailleurs dans la psychanalyse, hein, mais qui est aussi la loi du père religieuse par principe. Il faut le détruire. Et ça, en fait, pour ça, il faut détruire la famille, tout simplement, de sorte que les valeurs familiales disparaissent au profit de celles de la République. Et pour ça, la seule solution, c'est la séparation des parents et des enfants et faire en sorte que les enfants naissent dans un cadre qui ne soit plus un cadre familial. Et ça va en parler très bien dans la philosophie dans le boudoir. Alors, on va rester sur l'école et notamment sur l'instruction de l'éducation sexuelle dans les établissements scolaires dès le premier degré. C'est ça. Dès le premier degré, comme vous le dites, ça c'est très frappant. Alors, plusieurs choses. Alors, la philosophie dans le boudoir, c'est exactement l'instruction effectivement des enfants par les adultes sur le thème de la sexualité. Et donc c'est vraiment présenté comme ça. Vous avez une jeune fille qui s'appelle Eugénie, qui est ingénue, donc quelque part innocente, et qu'on va éduquer donc à la sexualité. Et alors encore dans la philosophie dans le boudoir, Eugénie est presque grande. On dit pas exactement son âge, mais
On suppose qu'elle a 15 ou 16 ans. Donc c'est presque raisonnable, si vous voulez, chez Sade par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui pour une éducation à la sexualité, donc qui intervient dès les premiers cycles de l'enseignement. Alors là encore, c'est basé. Alors c'est une perversion sexuelle au sens où, je le rappelle, donc le psychanalyste donc et neurologue Sándor Ferenczi l'avait décrit dans ce qu'on appelle la confusion des langues, c'est-à-dire que vous allez parler d'un thème qui n'intéresse pas a priori les enfants, sur un langage et avec un vocabulaire qui n'est pas celui des enfants. Et là, à nouveau, il y a quelque chose de très sadien là-dedans, parce que c'est exactement ce que fait Sade en fait dans la philosophie dans le vouloir. C'est très cru, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez rappelé, et tout est décrit en détail en fait et il y a quelque part Sade comme sexologue presque, c'est-à-dire qu'il va faire une description anatomique des organes génitaux, il va en expliquer le fonctionnement. Très tôt, il va parler Sade de la contraception et de l'avortement dans la philosophie dans le boudoir, des choses effectivement qui sont des insultes complètes pour la religion. C'est vraiment peut-être un des pires crimes, celui d'avortement dans le sens de la religion. On le voit encore aujourd'hui par des actions, on va dire, intégristes de la part de certains groupuscules dans les maternités ou dans les plannings familiaux, ce genre de choses. Bon, donc Sade fait quasiment des cours d'anatomie pour expliquer comment se produit le plaisir féminin, le plaisir masculin, et une enfant qui n'y entend rien, qui n'a même pas l'idée de ce que ça veut dire, et donc qui est pervertie quelque part. C'est une vraie perversion pour le coup, la perversion de l'innocence, hein, qui est mise en scène par Sade, mais à nouveau parce que derrière il y a un raisonnement très précis. C'est ça qui est important d'accorder à Sade. C'est un philosophe qui conceptualise et qui raisonne sur des concepts. Par conséquent, à nouveau, pour reprendre ce que je vous ai dit, un peu les trois axiomes de l'anthropologie sadienne, vous êtes matérialiste, égotique et jouisseur, et donc pour pouvoir vous développer dans ce cadre-là, en fait, vous avez besoin quelque part d'avoir des connaissances qui vous permettent d'accéder matériellement pour vous-même à cette jouissance. Et donc, l'enfant est déjà décrit comme étant cela, c'est-à-dire que ce côté matérialiste, égotique et jouisseur, c'est quelque chose qui est complètement structurel chez l'homme dès sa naissance. Si vous voulez, c'est pas quelque chose qui résulterait d'une découverte, d'un apprentissage, en particulier quand vous allez rencontrer l'autre. Plus souvent, la sexualité commence avec la rencontre de l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, vous dites ça, puisque c'est une donnée invariante de l'être humain, il n'y a aucune raison que l'âge intervienne dans l'idée ensuite de pouvoir mettre en œuvre ce matérialisme égotique et jouisseur. Et ça, en fait, donc c'est axiomatique sadienne. Et donc il cherche à développer, pareil, en disant il y a des tas d'exemples dans des tas de civilisations, des tas d'époques qui montrent que ce que je dis là est tout à fait vérifié et vérifiable. Et donc il y a un auteur qui s'appelle Alfred Kinsey, donc un sexologue, alors, avec plein de guillemets, américain, qui va essayer de trouver une caution scientifique à ça. Et donc, en fait, quand vous regardez Alfred Kinsey, c'est exactement essayer de montrer, du coup, par des expériences, entre guillemets, sur des enfants. Il a fait des expériences. Il a fait, oui, pour dire, regardez, c'est bien vrai ce qu'on nous a dit sur l'idée d'un enfant qui est déjà égotique et jouisseur, et à tel point que Kinsey va même faire remonter cette pratique donc égotique et jouisseuse intra-utérin. C'est-à-dire que déjà dans le monde de la mère, Kinsey prétend que voilà, et Kinsey va prétendre mesurer le nombre d'orgasmes justement que les enfants ont dès le plus jeune âge. Et donc, à partir de ce moment-là, on va dire, écoutez, si effectivement on constate que la nature, et c'est le même discours chez Sade que chez Kinsey, il y aurait une nature égotique, jouiteuse, matérialiste de l'être humain dès le plus jeune âge, c'est consubstantiel en fait à la nature humaine. Il n'y a aucune raison, par des carcans culturels, qui serait finalement un frein au développement de l'individu, et donc en particulier à son bien-être. L'OMS vend la santé comme le bien-être complet de l'individu, donc l'accès au bien-être passerait par la connaissance, du coup, des pratiques qui permettent l'accès matérialiste à la jouissance égotique, en fait. Et donc, c'est exactement ce que fait ça, mais pour ça, il faut connaître les organes génitaux, il faut savoir ce qui va se passer, en parler donc avec un vocabulaire sexuel, mais
non pas sur le thème de la reproduction, parce qu'il y a toujours, enfin depuis assez longtemps dans les cours de biologie, l'idée de la reproduction, donc on apprend les spermatozoïdes, l'ovule, etc. Et puis on le fait d'ailleurs aussi bien chez les êtres vivants, végétaux que animaux, et à la fin bien sûr êtres humains, avec une partie prophylaxie sur les maladies sexuellement transmissibles, effectivement, qui est tout à fait importante. Mais là, c'est pas ça, c'est pas la reproduction, c'est la sexualité jouisseuse en fait, le plaisir, effectivement, les techniques pratiques. Et ça, c'est assez intéressant parce que j'ai retrouvé donc dans des manuels de SVT. En réalité, la description donc du clitoris, parce que c'est l'organe associé au plaisir, que donne Sade déjà à ce moment-là. Et Sade déteste d'ailleurs la sexualité pour la reproduction. C'est-à-dire qu'on va inverser carrément, si vous voulez, le sens de l'enseignement de la sexualité. Il y a plus de sexualité, on va dire, phylogénétique, c'est-à-dire liée vers la reproduction. Et donc là, vous expliquez comment se fait la fécondation, comment effectivement l'embryon va se former, etc. Bon, mais on va avoir la sexualité pour le plaisir, c'est ontogénétique. C'est-à-dire, alors normalement les deux sont liés, c'est-à-dire qu'il faut effectivement quelque part pour la reproduction de l'espèce, il faut qu'il y ait un plaisir à la reproduction, sinon effectivement l'espèce risque de s'éteindre. Mais en réalité, ça déteste ce qu'il appelle la perpétuation en fait de l'espèce. Et donc très vite, Madame de Saint-Ange va expliquer à Eugénie donc comment d'abord la contraception et ensuite l'avortement jusqu'à l'infanticide. Alors ça c'est pareil, ça va assez loin parce que dans ces questions un peu naïves que va poser Eugénie, elle va demander donc à Madame de Saint-Ange qui lui explique l'avortement. Elle lui dit oui d'accord, mais si jamais l'enfant arrive à terme. Et ce à quoi en fait Madame de Saint-Ange répond mais c'est pas grave. Tu as toujours le droit de tuer ton enfant, puisque après tout, c'est un droit que t'a donné la nature. Et donc là, on voit que on va aller vers l'eugénisme en fait. Voilà, ça est dépopulateur. Il explique que de toute façon les populations sont trop nombreuses, donc il faut contrôler les populations, et que justement l'intérêt d'une sexualité purement ontogénétique, donc orientée vers la jouissance égoïste en fait, d'où le titre tout foutre en l'air, parce que voilà, foutre en l'air ça veut dire être purement ontogénétique et pas du tout phylogénétique en fait. Eh bien c'est quelque chose de tout à fait nécessaire, donc il peut pas y avoir de reproduction dans la sexualité, et la population est trop nombreuse, il faut s'en débarrasser, et d'une manière générale n'avoir que des reproductions contrôlées. C'est ce qu'il va faire avec les fermes de reproduction que mettront en place les nazis. Les nazis mettront en place effectivement des fermes de reproduction pour produire des bons petits ariens avec une sélection de femmes et d'hommes tout à fait dignes en fait de pouvoir se reproduire. Et donc aujourd'hui à l'école, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé des manuels de SVT dans lesquels vous avez observé donc il y avait une description détaillée du clitoris par exemple, c'est ce dont vous avez parlé. Qu'est-ce qui se passe d'autre au niveau des écoles en France? Alors aujourd'hui, il y a quelque chose. Donc on a effectivement cet enseignement à la sexualité, donc avec justement une perversion, c'est-à-dire une confusion des langues, qui est en plus introduite. Alors ça a été quelque chose d'assez surprenant, mais par des personnes qui appartiennent le plus souvent justement aux transgenres, des drag queens. C'est-à-dire qu'on a y compris dans des écoles primaires en fait, des gens qui introduisent la théorie du genre et qui introduisent la sexualité via la théorie du genre en fait. C'est-à-dire que dans les écoles, qui plus est, la sexualité aujourd'hui est en plus mélangée avec le refus de la sexuation ou le mélange de la sexuation, c'est-à-dire homme-femme, tout ça finalement n'existe pas vraiment. Il n'y a plus vraiment de nature concernant ce genre-là. Via la technologie, vous pouvez changer de sexe comme vous voulez, et donc c'est juste à vous, dans votre psychologie, de savoir si justement vous vous sentiriez plus homme ou plus femme. Donc l'éducation sexuelle, en fait, dans les écoles est en plus corrélée aujourd'hui justement avec le transhumanisme, qui est l'idée que la technologie va s'emparer de votre corps. Alors, il le fait déjà justement à travers le plaisir sexuel par on peut parler du Viagra par exemple, ou parler des différents sextoys, pourquoi pas, ou mais également par l'idée que la technologie va vous permettre de transformer votre corps selon vos désirs, y compris donc des changements de sexe. Donc, et c'est là où il y a un lien important à faire, justement, entre une sexualité purement ontogénétique et une certaine philosophie du transhumanisme. Justement, le transhumanisme, ça c'est très important à comprendre,
justement dans l'idée de Sade en fait, qui déteste la propagation, donc la phylogénèse, donc la reproduction des individus. Le transhumanisme promet en fait que dans les années à venir, la reproduction se fera de manière technologique. C'est ce qu'on appelle une ectogénèse, c'est-à-dire les enfants naîtront mais en dehors du corps féminin. Et on commence déjà à essayer de faire ça sur des mammifères, hein, la reproduction ectogénétique. Et donc ça pose une question fondamentale pour la sexualité, justement, c'est si la sexualité n'est plus liée à la reproduction, à quoi sert-elle? Et c'est là où on va retrouver la philosophie sadienne, justement, d'une sexualité purement jouissive et ontogénétique, matérialiste, en fait, en dehors de toute forme de reproduction de l'espèce. Et ça va très très bien avec le transhumanisme. Le transhumanisme, justement, est une philosophie, on peut le dire comme ça, qui est orientée purement sur soi-même. C'est-à-dire que c'est la propre appropriation de son corps à travers la technologie, la modification de son corps, mais pour soi-même. Il ne s'agit pas quelque part d'aller rencontrer l'autre, mais c'est juste accéder à ses propres désirs. Et justement, il y a un philosophe qui s'appelle Bernard Edelman qui disait que, en étudiant le droit, notamment les jurisprudences de la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, on est passé des droits de l'homme au droit du désir de l'homme, en fait. C'est-à-dire, c'est uniquement ce qu'il a en lui qui sert aujourd'hui de boussole sur toute l'organisation politique et la pratique, justement, aujourd'hui de la chirurgie, qui était une chirurgie donc de transformation sexuelle. Et le fait que l'éducation sexuelle à l'école soit portée dans un certain nombre de cas retentissants, justement par des drag queens, par des transgenres, etc., montre bien que cette éducation sexuelle, dans sa philosophie, correspond à la philosophie de la sexualité du transhumanisme. Et c'est pour ça qu'il y a dans le... et c'est une des thèses du livre, en fait, l'idée du retour donc de la sexualité sadienne dans la société vient du fait que, avec cette nouvelle valeur qui est le transhumanisme qu'on diffuse dans la société, on doit nécessairement se poser la question de la sexualité. Le transhumanisme est une nouvelle anthropologie, quelque part, donc une nouvelle manière d'apprendre l'homme, dans ce qu'il y a de plus fondamental. Et donc, on veut tirer ensuite les conséquences logiques de cette nouvelle appréhension anthropologique. Et puisque dans le transhumanisme, il n'y a plus besoin de phylogénèse, en fait, la sexualité doit être finalement quelque chose de purement égoïste et matériel. Et c'est justement Sade qui l'enseigne le mieux. Et donc, on voit réapparaître implicitement toutes les idées sadiennes, donc justement sur le fait que dès son plus jeune âge, l'homme est un être matériel, égotique, jouisseur, en fait, et qu'il faut donc lui enseigner pour qu'il puisse accéder donc à sa propre humanité. Et en fait, l'humanité devient, et à un moment donné, je le dis, il y a la journée du 21 décembre, qui est la journée mondiale de l'orgasme, en fait, qui est vue comme un nouveau droit de l'homme, finalement, parce que les journées mondiales sont faites justement en général pour exprimer les droits fondamentaux de l'être humain. Donc le fait qu'il y ait une journée mondiale de l'orgasme montre que l'orgasme devient un nouveau droit de l'homme, et que pour exercer ce droit, donc il y a besoin quelque part d'une éducation. Et en fait, c'est là où la philosophie sadienne rejoint celle du transhumanisme et fait que c'est pas forcément un hasard si c'est des gens qui eux-mêmes sont versés dans le transhumanisme qui vont aller enseigner sexualité aux enfants. Alors le transhumanisme, c'est aussi ce que vous appelez la fusion de l'homme et de la machine. Ouais. C'est ce vers quoi, en tout cas, vous le dites, nous arrivons. Comment s'y prémunir? Comment lutter contre cette possibilité? Question difficile. Alors, le transhumanisme, fusion homme-machine, fusion homme-animal, fusion homme-femme. Donc, en fait, c'est ce qu'on va appeler une signature de l'indifférenciation. Et Sade, à nouveau, est conscient qu'il n'y a pas de différence ontologique entre l'homme et l'animal. En fait, il le dit, homme ou animal, c'est de la matière animée. Finalement, on aurait pu être animal comme on est homme, en fait. Et il y a pas. Et je sais pas s'il y a des textes de Sade sur la zoophilie, par exemple. Ce serait intéressant de chercher un peu plus en avant. Mais en gros, vous comprenez qu'il n'y a pas de différence. Bon. Comment on lutte contre, en particulier, l'hybridation machine? Difficile, parce que il y a une valorisation, en fait, transhumanisme par justement une forme d'esthétisation par la culture, notamment. Exemple, Hollywood, les Marvel, ce sont effectivement des êtres à la fois chimériques ou des êtres technologisés. Donc, il y a deux exemples célèbres qui sont
Spider-Man. En fait, Spider-Man, c'est quelqu'un qui, à la suite d'un accident de type un peu biologique dans une industrie biotech, en fait, va avoir la capacité de se transformer en araignée, donc et être un être humain un peu. Et Batman, alors lui, c'est l'inverse, c'est l'utilisation de la technologie à travers la Batmobile, à travers son armure, etc., qui fait de lui un surhomme qui va aller chercher, donc qui va combattre le mal, les méchants. Et donc, essentiellement, Disney est complètement transhumaniste. Donc, Star Wars, c'est la conquête de l'espace par des hommes qui sont à la fin des machines, Dark Vador, donc qui a des masques partout. Vous pouvez remplacer, si on vous coupe un bras, une jambe, on peut le remplacer par de la technologie, et ça fera d'ailleurs quelqu'un qui est encore plus efficace et performant. C'était dans les années 80, il y avait une série qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards, en fait, qui était exactement sur cette thématique-là, quelqu'un qui a eu un grave accident de voiture, et puis que d'un coup était remplacé dans ses yeux, etc. L'homme augmenté, oui. L'homme augmenté, exactement. C'est vraiment l'homme augmenté par la technologie. Il y a des exemples assez concrets qu'on appelle par exemple les Google Glass. Les Google Glass, c'est des lunettes mais technologisées qui vont vous permettre à travers la vision, d'avoir une augmentation dans vos capacités à plein de niveaux. On utilise ce qu'on appelle l'électroencéphalographie, par exemple. Pour chez les militaires notamment, pour essayer d'augmenter la rapidité des réflexes, en fait, c'est-à-dire faire en sorte. Donc il y a une très belle interview de Bernard Stiegler il y a quelques années qui expliquait que les militaires israéliens réfléchissaient à brancher des électrodes en fait sur le casque des pilotes de chasse parce que ils avaient besoin d'augmenter les réactions, et que si ça passe par l'essence et qu'ensuite c'est traité par le cerveau et que ça aille ensuite c'est pas assez rapide, et donc on pourrait éventuellement accélérer tout ça par des casques technologiques, en fait. Ce qu'on va vous proposer en réalité augmentée, virtuelle, etc., avec des masques. Donc tout ça, en fait, il y a une glorification de l'augmentation de l'être humain en disant qu'on va rechercher jusqu'à Condorcet. On dit que Condorcet est celui qui a le premier valorisé l'idée que l'homme avait un potentiel infini d'augmentation. Donc, ce que je rappelle, c'est que dans le transhumanisme, le trans a toujours deux significations. D'abord transitoire, autrement dit, l'homme n'est pas arrivé à le stade final de son évolution, et d'ailleurs son évolution ultime, ce sera le post-humain, en réalité. Donc là, il y a un titre célèbre qui dit, enfin, une phrase célèbre des transhumanistes qui dit l'homme d'aujourd'hui, c'est le chimpanzé du futur. En fait, voilà, c'est ça qu'on nous dit. Et trans, c'est aussi transcender, c'est-à-dire se dépasser soi-même. Alors, que ce soit Dante dans la Divine Comédie, ou que ce soit Condorcet dans sa philosophie, en fait, il se transcender, c'est de se sortir de sa condition humaine pour se rapprocher de Dieu, mais dans une version morale, en fait, et symbolique. C'est pas du tout une version technologique. Condorcet dit bien que oui, effectivement, grâce au progrès de la médecine notamment, on va pouvoir augmenter l'espérance de vie, et que on va vivre de plus en plus longtemps. Mais les transhumanistes disent on va devenir éternel. Voilà. Donc il y a un saut, il y a un gap. Mais néanmoins, en fait, c'est très dur de lutter contre ça, parce que on vous vend ça comme une idée de progrès qui elle-même, en fait, est un progrès désirable, parce qu'il est associé à un mieux-être, à un mieux-vivre, quand bien même, en fait, on se rend compte que c'est à l'inverse une forme d'esclavagisation, parce que et reprenons par exemple une forme de technologie biologique qui est le changement de sexe, donc vous passez d'homme à femme, de femme à homme. Oui, mais il y a un prix à payer qui est en gros les hormones. Vous êtes obligé toute votre vie de manger des hormones, d'être contrôlé, et donc ça vous rend dépendant du coup des petites pilules qu'on va devoir plus des opérations en tout genre, des greffes qu'on va devoir vous faire ou pas. Donc vous êtes complètement dépendant de la technologie, ce qui fait de vous quelque part un esclave de cette technologie. Donc en réalité, aller vers la techné, donc rejeter la physis, donc la nature, aller vers la technologie, c'est quelque chose qu'on vous rend comme désirable, parce que vous êtes un surhomme. Alors, autre exemple de promotion de quelque part du transhumanisme comme valeur positive, c'est le dopage dans le sport. Très tôt, en particulier dans l'Union soviétique, qui est très technophile, hein, les soviétiques ont toujours été très technophiles, il y a eu l'idée de faire en sorte que on modifie vos capacités biologiques pour faire en sorte que vous couriez plus vite, sautiez plus haut, etc. Et c'était valorisé parce que vous êtes des dieux, vous devenez en fait un demi-dieu. En fait, l'homme transhumain est un demi-dieu, c'est-à-dire bon, il a des caractéristiques humaines, mais il est quand même élu quelque part, et donc permet de mieux réussir. Et cette valorisation, elle a été notamment mise en place, c'était plutôt assez choquant pour moi en tout cas, quand on a voulu faire la vaccination des enfants par exemple. La vaccination, c'est un acte transhumaniste au sens où, de manière artificielle, donc technologique, biotechnologique en l'occurrence, on va augmenter vos défenses immunitaires
par rapport à un environnement qu'on suppose dangereux. Donc, et ces thématiques, donc d'aller effectivement conquérir l'espace dangereux, en réalité, c'est celle de la conquête de l'espace. Est arrivé avec la technologie, donc l'idée qu'on allait peut-être aller coloniser l'espace. Oui, mais l'espace, c'est dangereux, c'est pas fait pour que l'homme y vive, évidemment. Donc, si vous voulez partir à la conquête de l'espace, il faut vous transformer de manière technologique et biologique. Bon. Et donc tout ça pour revenir donc sur les enfants, donc vacciner, c'est un acte transhumaniste, donc d'augmentation de vos capacités de défense dans un environnement dangereux, donc d'où la conquête de l'espace. Et donc les enfants qui allaient se faire vacciner, on leur donnait une médaille et un diplôme en fait, comme s'ils avaient gagné une compétition. C'est-à-dire que on faisait d'eux des surhommes, comme finalement on faisait d'eux des champions d'une épreuve sportive qu'ils avaient remportée et qui faisaient d'eux les plus forts. Parce qu'ils étaient plus forts que le virus, ils avaient terrassé le virus, c'est ce qu'on voulait symboliser, je pense, par ça. Et donc, ce qui vous montre bien que l'idée de créer quelque part des surhommes, des augmentés, c'est quelque chose d'extrêmement valorisé par le cinéma, par la littérature, par justement le sport et ces sportifs qui sont des demi-dieux, quand bien même pratiquement tous ceux qui sont les meilleurs, pratiquement sont dopés. Enfin, le Tour de France en est un exemple, mais il y a énormément d'affaires en ce sens-là. Et donc, il y a une diffusion culturelle et une esthétisation. Typiquement, quand vous allez dans le milieu LGBT, qui est le porte-étendard, si vous voulez, justement, du transhumanisme, il y a une esthétisation. Les drag queens sont, voilà, toujours tous ceux qui vont être dans le transgenre vont être extrêmement attentifs à leur habitus, à leur manière de s'habiller, de se présenter. Donc, il y a une valorisation esthétique, morale. Et alors, quelles seraient les solutions, justement, face à ce transhumanisme qui, vous le dites, est en train de prendre beaucoup de place? Ouais. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait de revenir à nos valeurs fondamentales? C'est très difficile, en réalité, de refuser la technologie. Parce que derrière le transhumanisme, il y a l'idée que la technologie va nous sauver. Bon, voilà, c'est ça. Et c'est un discours généraliste, en fait. Et c'est très difficile parce que, justement, on oppose aux transhumanistes ceux qu'on va appeler les bioconservateurs. Mais qui dit bioconservateur, donc c'est essentiellement ceux qui vont avoir une éthique, on va dire religieuse quelque part, justement du corps. Donc revenons à la religion comme doctrine en fait qui permettent de donner des principes moraux sur l'utilisation du corps. Religion ou simplement spiritualité? Alors ça peut être spiritualité également justement. Il faut absolument sortir la spiritualité de la religion, on est bien d'accord, et la philosophie en général. C'est quelle philosophie je veux pour moi et pour mon corps. Le problème des technologies, c'est que ça vous rendra dépendant. Donc, on ira forcément vers un techno-totalitarisme, en fait. Et justement, ce que j'annonce dans un prochain ouvrage qui s'appelle Le totalitarisme en marche, c'est que les lois de la technologie vont devenir une nouvelle loi totalitaire, donc qu'on pourra pas refuser sous prétexte en fait d'être ensuite éradiqué de métier. Donc oui, il faut redévelopper une philosophie. Donc c'est ça en fait, une philosophie du corps et justement une nouvelle perception de cette séparation fondamentale entre physis et techné, donc qui était déjà présente chez les Grecs. Qu'est-ce qui est de la nature, qu'est-ce qui est de la technologie et en quoi j'ai besoin ou pas de technologie. Bon, exemple, je prends un exemple tout bête qui est la 5G par exemple, bon, beaucoup décrié. La 5G, ça a été fait pour les objets connectés. C'est-à-dire, bon, en fait, la domotique, ce genre de choses, le contrôle à distance, voire de votre enfant. Avec votre portable, maintenant, vous pouvez traquer votre enfant parce que, bon, alors, il y a un côté sécurité, puis bon, il y a un côté aussi panoptique, comme je disais. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G? La question est là. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un contrôle à distance de votre chauffe-eau, de vos radiateurs? Dire, oui, mais c'est mieux pour l'énergie. Bon, en fait, on s'en fout. Mais simplement, il y a dans une société consumériste où justement les besoins vont passer par la consommation, la technologie va devenir désirable. Donc on rend la technologie désirable de sorte qu'on puisse plus vraiment s'en passer. Le téléphone portable en est un très bel exemple. Quand bien même on n'a pas besoin, on pourrait très bien continuer à fonctionner dans une société avec des cabines téléphoniques sans avoir besoin même d'internet. Il y a rien qui est justifié. Donc la question c'est est-ce qu'on est prêt finalement à accepter une forme de décroissance technologique pour revenir justement à quelque chose de plus naturel, mais qui nous rendra plus autonomes. À mon avis, la question est là. Donc il faut d'abord cerner le problème, c'est-à-dire nommer le transhumanisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire effectivement la séparation entre physis et technique qui disparaît au profit d'une technologie toute puissante, voir qu'en fait on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que c'est... Bon, il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Husserl, qui disait donc à propos de la science, mais qu'on pourrait étendre à la technologie, en disant mais elle n'a aucune réponse à nous donner sur les questions fondamentales que se pose l'homme. En gros, pourquoi on vit, à quoi sert la vie, et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Et de plus en plus, moi je rencontre dans mes interventions, dans les conférences que je vais donner, des gens qu'on peut appeler des décroissants technologiques, c'est-à-dire
qui maintenant en vont jusqu'à refuser l'électricité. Alors donc il y a des nouvelles tendances qui sont la douche froide par exemple le matin, bon voilà, et puis la douche avec de l'eau, mais de l'eau qui sera de l'eau de pluie que vous aurez récupérée. Et puis vous vivez sous une tente dans les bois, j'en ai vraiment rencontré. Et puis votre chauffage c'est le petit bois que vous allez récupérer dans la forêt. Donc en réalité, alors bon c'est une expérience assez radicale, mais qui montre bien que il y a aussi quelque part la volonté de retourner à une vie plus naturelle en fait, justement qui soit on est en train de détruire l'environnement, c'est un des gros problèmes. Donc il y a la pollution, il y a tout ça, mais en réalité, effectivement, il faut repenser l'être humain dans son environnement, repenser justement la séparation nature et technologie, et voir en quoi effectivement la technologie est un besoin ou pas, jusqu'où et comment on peut s'en passer. Mais tout ça, c'est effectivement très difficile parce que aujourd'hui, ce qui est un petit peu sur étagère entre guillemets, c'est la religion et la philosophie qui sont donc deux manières de penser qui vont sans doute vous donner des outils pour résister au transhumanisme. Sauf que la religion est discréditée par en Occident la philosophie des Lumières, etc., etc., et que la philosophie est parfois difficilement accessible. Et donc trouver effectivement, mais il y a beaucoup de pratiques maintenant qui reviennent autour de la spiritualité, via justement, bon, par un peu de naturopathie, c'est la première des choses, c'est-à-dire aller plus à nouveau vers la nature qui va donner des manières de soigner, prendre soin de soi, via l'alimentation notamment. Et d'ailleurs, l'État lutte profondément contre ça. Les naturopathes sont déclarés charlatans, ce genre de choses. Donc, mais bon, beaucoup de gens qui retournent un peu vers la nature et vers une spiritualité en fait associée à la vie dans un environnement naturel. Et ça, c'est pour moi des outils de lutte contre le transhumanisme, mais qui risque de scinder la société entre une société technophile en fait transhumaniste et une société, on va dire, plutôt bioconservatrice, plutôt empreinte de philosophie et de religion, l'autre étant tournée vers la technologie et la science. Et comment on réussit à équilibrer les deux, c'est toute la question qui est, je pense, posée à notre société. Pour terminer, Vincent Pavant, vous êtes également membre du Conseil scientifique Ouais. indépendant. Pouvez-vous nous en dire un mot sur son rôle et ses Ouais. actions? Le Conseil scientifique indépendant, donc c'est le pendant du Conseil scientifique qui existait, qui est devenu maintenant Covars, parce que on a senti avec un certain nombre de scientifiques et de médecins, donc Louis Fouché notamment, que la science était détournée en réalité pour essayer d'imposer une vision idéologique de la société et des règles du coup qui devaient se construire pour vivre dans cette société. Donc la science était détournée notamment par exemple sur les chiffres, les statistiques, etc., mais également sur la compréhension du Covid et de la manière avec laquelle on pouvait ou pas lutter contre ce Covid. Et donc beaucoup de scientifiques médecins ont été choqués par la parole du conseil scientifique gouvernemental, en disant mais non, on peut pas laisser dire ces choses-là. Nous avons un tel des connaissances spécifiques dans tel type de domaine. Donc moi c'était tout ce qui était mathématiques, statistiques, modélisation, parce qu'on a beaucoup subi les modélisations en fait pour nous imposer les confinements, nous imposer le pass sanitaire, etc. Et puis pareil, donc quand on a voulu interdire l'hydroxychloroquine ou les soins précoces sur le Covid, quand on a voulu imposer les intubations pour soigner les gens en réanimation, quand bien même l'oxygénation au débit était largement plus efficace, etc. Donc beaucoup de médecins ont été choqués par ce qui était dit, qui heurtait nos connaissances. Et on s'est saisi, que ce soit les médecins ou les scientifiques, justement, d'articles dans les codes, alors soit dans le code de la santé pour les médecins, soit dans le code de l'éducation de la recherche pour les enseignants et les chercheurs, qui disaient qu'il y avait une possibilité, même un devoir, pour les gens qui avaient des choses pertinentes à dire dans leur domaine des compétences dans l'espace public, et bien de le faire. Et donc on s'est réunis à quelques-uns au début, et puis on a été rejoint petit à petit par un certain nombre d'experts dans leur domaine, pour dire ce que nous on pensait être la vérité ou l'état des connaissances objectives sur un certain nombre de sujets, donc concernant essentiellement bien sûr le Covid et la manière avec laquelle on pouvait organiser la société pour essayer de comprendre et de lutter contre cette maladie. Et donc voilà, donc c'est
un collectif informel, donc il n'y a pas de personnalité juridique associée à ce collectif, hein, mais voilà, qui défend une certaine éthique de la parole dans le débat public en disant nous ne sommes pas d'accord et nous allons de manière extrêmement sourcée, c'est-à-dire reproductible, fiable, ce qui n'était pas le cas du conseil scientifique, vous donner des informations que nous avons à notre connaissance au titre des spécialités dans lesquelles on travaille. Et donc, ça fait plus de 2 ans et demi maintenant, tous les jeudis à 20h45, donc sur les réseaux sociaux, on fait une émission où on traite un thème d'actualité en général. Donc, il y a eu récemment, par exemple, le garde d'asile, qui est, vous savez, la vaccination contre le papillomavirus, bon, qui effectivement est une question très importante pour laquelle il faut être bien informé avant de prendre sa décision, parce que il y a une balance bénéfice-risque vraiment à bien peser. Et puis donc récemment également, toutes les connaissances qui sortent sur les vaccins ARN, sur les statistiques associées à tout ça, les effets indésirables bien sûr qu'on a traités vraiment très tôt. Et d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui ressortir de manière extrêmement inquiétante par pas mal de canaux. Il y a eu, vous le savez peut-être, une des premières reconnaissances d'une victime donc du vaccin, Eva Musso, donc dont l'enquête judiciaire a dit que on voyait pas à part le vaccin ce qui avait pu tuer cette jeune femme de 30 ans. Donc voilà, le conseil scientifique, c'est d'abord une éthique de la parole par des gens qui se saisissent de textes juridiques qui leur permettent d'intervenir au nom de leurs compétences dans le débat public. Merci Vincent Pavant, merci d'avoir été notre invité en tout cas. Merci aux médias en 4K2 et je vous souhaite une excellente continuation. En tout cas, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à suivre ce que vous diffusiez vous-même comme contenu sur les réseaux. Voilà. Merci. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si Avec vous êtes plaisir. D'accord. Et en attendant, je voudrais rappeler que le média en 4K2 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Merci.